Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Live en clair, ce soir destiné spécifiquement et dédié spécifiquement plutôt au maintien de l'ordre. Alors je remercie mes invités de s'être joints à nous ce soir. Sébastien Madieu qui est notre expert en maintien de l'ordre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et Sam, bonsoir Sam. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir parce que je crois savoir que justement hier soir vous étiez sur un encadrement sur la voie publique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'était suite à la victoire du Maroc contre l'équipe d'Espagne et donc il y a eu des festivités sur les Champs-Élysées. Ça s'est relativement bien bien, passé. oui, ça s'est relativement bien passé. Donc nous sommes ici pour parler maintien de l'ordre, du maintien de l'ordre aujourd'hui en France. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous déterminer, nous dire un petit peu, pour expliquer aux gens qui nous regardent et qui sont nombreux, je le sais, quelles sont déjà les missions des CRS? Eh bien, les missions des CRS, on connaît principalement la mission du maintien et du rétablissement de l'ordre, mais les CRS sont très polyvalentes et une multitude de missions. La protection des plus hautes personnalités de l'État, le secours en montagne, la surveillance des baignades sur les plages du littoral l'été, la surveillance des autoroutes et des axes stratégiques routiers qui mènent et qui convergent vers les grandes villes françaises, et plus globalement, l'appui à toutes les directions de la police nationale, la police judiciaire, la police aux frontières et la direction centrale de la sécurité publique. Très bien, donc une multiplicité de missions. On a vu, il y a des spécialités donc, dans les CRS. Est-ce que tu peux nous dire qui concourt justement à cette mission d'ordre public, d'une manière générale, dans la police? Alors, dans la police, nous avons tout d'abord bien les unités spécialisées de forces mobiles, que sont les compagnies républicaines de sécurité. Le pendant au sein de la gendarmerie nationale, ce sont les gendarmes mobiles. Nous avons ensuite les forces spécialisées locales. Je pense notamment aux compagnies d'intervention de la préfecture de police, c'est assez brave. Et puis aux compagnies départementales d'intervention de la direction centrale de la sécurité publique. Alors donc, on a plusieurs unités qui concourent à l'ordre public d'une manière générale et à permettre ce maintien de l'ordre. Et est-ce que tu peux nous dire spécifiquement quels sont les acteurs qui ont un rôle à jouer en maintien de l'ordre? Bien sûr, alors, en maintien de l'ordre, les choses sont très bien cadrées par le schéma national du maintien de l'ordre. Donc il y a tout d'abord des acteurs qui sont bien identifiés, le responsable de l'ordre public qui est le préfet dans le département, le directeur du service d'ordre qui pour la police nationale sera tout naturellement le directeur départemental de la sécurité publique, celui qui va concevoir et diriger, en tout cas qui aura la responsabilité de diriger sous les ordres du préfet, de diriger les opérations de maintien de l'ordre. Et puis vient le commandant de la force publique qui est le représentant, le chef de la force qui est mise à disposition du préfet et du directeur départemental. Et c'est bien le couple directeur du service d'ordre et commandant de la force publique qui permet à un maintien de l'ordre de se dérouler sans encombre. Alors très concrètement, il y en a un qui va décider de la stratégie et puis un deuxième qui va choisir les moyens pour parvenir à cet objectif, à cette stratégie qui est préalablement définie. C'est bien ça? C'est bien ça. Il y en a un qui fixe les orientations stratégiques, en effet, qui confie une mission à la force publique et le commandant de la force publique va évaluer les moyens qu'il doit allouer pour réaliser la mission et surtout pour la réussir. Alors dans le grand public, on parle beaucoup de maintien de l'ordre. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que le maintien de l'ordre? On ne sait pas trop ce que revêt ce terme de maintien de l'ordre. Qu'est-ce que c'est pour toi le maintien de l'ordre? C'est même pas pour toi, c'est d'une manière générale en France. Bien sûr. Qu'est-ce que le maintien de l'ordre? Ce sont toutes les mesures de police administrative ou de police judiciaire qui sont mises en œuvre par les forces de sécurité en vue d'organiser la sécurité autour d'un événement revendicatif, festif ou culturel, qu'il soit bienveillant ou hostile d'ailleurs, et de prendre toutes les mesures adaptées pour que les personnes qui manifestent et qui au fond exercent un droit puissent le faire en toute sécurité. Oui, c'est vraiment, vous agissez dans le cadre de la protection de la liberté de manifester, qui est une liberté fondamentale en France, bien évidemment. Et c'est vraiment votre mission d'encadrer cette liberté de manifestation. Alors, certes, encadrement, tu as parlé d'utilisation de la force. Quel est le cadre et dans quelles circonstances les CRS peuvent utiliser la force, justement?
Alors les CRS s'inscrivent évidemment dans des cadres légaux qui sont très précisément prévus. Le premier, c'est ce qu'on appelle le cadre d'action, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation qui trouble l'ordre public de manière très importante. L'autorité habilitée à décider de l'emploi de la force estime qu'il y a un trouble à l'ordre public, fait procéder à des sommations et donne l'ordre au commandant de la force publique d'agir en employant la force si nécessaire. Ensuite, il y a un deuxième cadre qui est ce qu'on appelle le cadre de réaction et qui permet au commandant de la force publique d'agir d'initiative dès lors que ses effectifs sont l'objet de violences graves ou de voies de fait importantes ou dès lors qu'il ne peut plus défendre le terrain qu'il occupe autrement. C'est donc pour faire face à des actes hostiles très violents qu'à ce moment-là, le commandant de la force publique peut réagir et doit réagir d'ailleurs dans un certain nombre de cas. Voie de fait d'un côté, ou défendre le terrain qu'ils occupent de l'autre. C'est ça. Le cadre est quand même extrêmement défini. Alors justement, dans le public, souvent, on a des sentiments contraires. Parfois, on nous dit que les CRS n'ont pas bougé alors qu'il y a eu des dégradations qui se sont commises, et de l'autre, qu'il y a eu des blessures de manifestants qui ne commettaient pas d'exactions. Justement, on est dans une gestion des contraires. Est-ce que tu peux nous dire comment tu appréhendes cette gestion des contraires ? D'abord, au fond, ce sont les circonstances qui commandent et le terrain. Parfois, une intervention doit être différée pour des raisons tout à fait stratégiques, élémentaires. Parfois, il y a plus de risques à intervenir pour la sécurité et la santé des manifestants. Parfois, c'est extrêmement difficile d'aller intervenir et parfois, au contraire, il faut intervenir très rapidement, notamment le cas quand des violences très graves sont commises. Je pense notamment aux techniques utilisées par certains, la technique du Black Bloc, et à ce moment-là, qui nécessite une intervention rapide, décisive et ferme. Techniques des Black Blocs dont tu parles, qui sont apparues quand même assez récemment, parce qu'il convient quand même de rappeler que la plupart et la grande majorité des manifestations en France se passent extrêmement bien. Et que là, on ne parle, quand on fait usage de la force, que d'une partie, une portion congrue finalement des manifestations. C'est bien ça ? Tout à fait. L'immense majorité des rassemblements ou des manifestations se déroulent dans le calme et il n'y a pas nécessité d'employer la force au cours de ces manifestations. C'est plutôt rare même. Alors justement, on va passer à un ressenti sur le terrain et Sam, encore une fois, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous dire, de votre point de vue, lorsque vous êtes sur le terrain, quand est-ce que vous sentez qu'une manifestation dégénère ou pas ? Quels sont les signes objectifs que vous appréhendez pour savoir quelle est l'évolution de la manifestation ? Les premières infos qu'on va avoir, c'est généralement lors du briefing d'avant-manifestation, lorsqu'on va arriver avant la manifestation. Pendant ce briefing où notre commandant d'unité va nous donner les informations qu'il a eues par les services spécialisés du risque potentiel d'éléments à risque au sein de la manifestation. Ensuite, lorsque survient la manifestation, au cours de la manifestation, les différentes forces positionnées ou encore une fois les services spécialisés vont faire remonter via la radio que effectivement on a des personnes à risque à l'intérieur du cortège et que par exemple ils commencent déjà à s'équiper, à s'habiller en noir, à mettre des cagoules. Et là, à ce moment-là, on sait qu'on va avoir une manifestation qui potentiellement va devenir un risque. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de communication et effectivement, c'est peut-être bien de le rappeler aussi, Sébastien, beaucoup de communication en amont pour que les informations arrivent sur le terrain. Comment se passe cette communication ? D'abord, ce sont des réunions avec les directeurs des services d'ordre avant que les opérations de maintien de l'ordre ne débutent. C'est aussi tout le travail du renseignement territorial qui permet d'avoir un certain nombre de renseignements à l'avance et de savoir, de pouvoir anticiper, soit de pouvoir organiser un certain nombre de contrôles d'identité en périphérie de la manifestation, soit tout simplement de dimensionner un service d'ordre qui permettent d'intervenir sur ces éléments hostiles, tout en préservant le reste de la manifestation. Au fond, c'est ça c'est ça l'enjeu pour les forces mobiles, c'est de pouvoir intervenir là où c'est nécessaire, sans qu'il y ait de dégâts collatéraux, tout simplement, et de permettre encore une fois, cette liberté d'expression et son corollaire, le droit de manifester. C'est gérer deux impératifs qui peuvent être parfois contradictoires et qu'on a du mal à appréhender, je pense, dans le public. C'est à la fois avoir la gestion des éléments hostiles et d'un autre côté, protéger cette liberté de manifestation. Et justement, Sam, sur le terrain,
comment vous appréhendez ce ressenti? Dites-moi un petit peu plus, comment vous, Alors, vous ressentez les choses? lorsqu'on sent que la situation va être tendue, ce qu'on appelle les situations de haute intensité qui risquent d'advenir, c'est un stress positif. On a la certitude de nos connaissances, de nos techniques. On a l'adrénaline forcément qui coule dans nos veines à ce moment-là, mais je pense que la composante essentielle, c'est la force d'un groupe. C'est ce qui va vous amener le supplément d'âme, le supplément de détermination. Il faut savoir que les CRS, plus de la moitié de l'année, sont loin de leur famille. Donc on se crée une deuxième famille. Donc il y a des liens fraternels qui se créent, des liens d'amitié. Quand on revient sur le lieu d'une manifestation, qui plus est une manifestation à risque, et pour faire un parallèle avec le mondial à l'heure actuelle de football, on est comme une équipe solidaire, déterminée. Et ce qui nous permet aussi et de réussir finalement les missions qui nous sont dévolues. Excellente illustration, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les expériences que vous avez vécues? Est-ce que vous avez des expériences marquantes que vous pouvez nous partager? Alors c'est un euphémisme de dire qu'on a des expériences marquantes au bout de 20 ans de maintien de l'ordre, mais je peux en avoir deux qui me reviennent en mémoire si j'ai le temps un petit peu de les développer. Oui, tout à fait, allez-y. En mars 2013, c'était une manifestation des salariés de Goodyear qui avait une fermeture de l'usine d'Amiens qui était envisagée et qui s'est déplacé à Rueil-Malmaison pour perturber un conseil d'entreprise qui avait lieu. La mission de notre unité, et j'espère ne pas me tromper, je crois que nous avions la CRS 23 à côté de nous, était de mettre en place un barrage d'interdiction pour les empêcher d'accéder à leur siège social. Dès le début, lorsqu'ils sont arrivés, on a vu qu'ils étaient déterminés. Il n'y a pas eu de dialogue avec nous. Ils sont arrivés, ils ont posé déjà des pneus à nos pieds, ils ont enflammé ces pneus. Nos camions grilles ont pris feu. Il y a eu des violences déjà d'abord physiques et ensuite ça a été une pluie de projectiles non-stop entre des morceaux de fonte, des morceaux de bitume, des panneaux de signalisation, des bouteilles et autres. Et voilà, notre mission, la mission qui nous incombait, c'était de tenir la position et de les empêcher absolument de passer. On a initié très peu de manœuvres offensives, c'est-à-dire d'aller au contact des manifestants, et on n'a pas cédé un pouce de terrain. C'est la véritable satisfaction de cette journée, c'est de ne pas avoir lâché le terrain. C'est-à-dire concrètement, vous n'avez pas bougé? Exactement. C'était la mission Alors, justement, c'est pour ça que cet événement était assez marquant, c'est par son intensité et sa durée, puisque ça a duré environ entre 6 heures et 13 heures. Voilà. Donc, entre 6 heures et 13 heures, vous êtes resté dans votre unité et en prenant des projectiles sur vous, alors on a utilisé, en tenant le terrain. Exactement. Et on a gradué notre force, on est monté avec nos moyens lacrymogènes et tout ça, mais nous on est resté sur une position statique. Et voilà. Et les CRS fidèles. On reviendra sur la gradation de la force après. Vous m'avez parlé d'une deuxième expérience. Il y a la deuxième expérience, c'est pendant les manifestations des Gilets jaunes, le 8 décembre 2018. Nous étions à Toulouse. Alors nous étions en réserve d'intervention sur Montauban, c'était relativement calme. On a été appelé en urgence à Toulouse, où la place Saint-Cyprien de mémoire était prise d'assaut, le chaos était instauré, des barricades monstrueuses en feu. La mission qui nous a été confiée, c'était de faire partir ces gens-là du centre-ville. Notre commandant d'unité, alors, a pris les choses en main, nous a indiqué la direction à suivre. Et tel un rouleau compresseur, on n'a initié que des manœuvres offensives, c'est-à-dire que nous n'avons fait qu'avancer. Encore une fois, avec ce supplément d'âme, ce supplément de détermination du groupe, nous n'étions que 25. En face, ils étaient environ 150-200. On entendait les vitrines des magasins tomber. Et on n'a fait qu'avancer. Et on a utilisé toutes nos manœuvres offensives jusqu'à les chasser hors du centre-ville. On a fini même, pour l'anecdote, le long d'une voie ferrée où je n'ai jamais pris autant de ballast en maintien de l'ordre. On aurait dit un orage de grêle. Voilà. Alors ce maintien de l'ordre est particulièrement marquant parce qu'on n'a pas de blessés, ce qui est une des choses les plus importantes pour nous. Et c'est par son intensité également. Par son intensité. Merci pour ce partage d'expérience. Je vois qu'il y a les questions qui arrivent. On va commencer à les prendre. Alors, la première question, c'est est-ce que les réservistes opérationnels peuvent intégrer les CRS? Alors, tu vas peut-être y répondre. Je voudrais quand même juste faire une première partie de réponse. C'est que quand on s'engage en tant que citoyen dans la réserve opérationnelle,
quand on a à partir de 18 ans et qu'on veut faire un engagement citoyen, on peut désormais s'engager dans la réserve opérationnelle pour rentrer dans les rangs de la police nationale sous certaines conditions en faisant des vacations sur son temps libre pour faire particulièrement des patrouilles en centre-ville. Donc la réserve opérationnelle n'est pas dédiée au CRS. Cependant, au sein des compagnies autoroutières, celles qui s'occupent d'intervenir sur les autoroutes, un certain nombre de réservistes peuvent être affectés. Voilà. Et certains réservistes ont déjà fait acte de candidature et nous sommes enchantés de les accueillir. Exactement. Donc la réserve opérationnelle, c'est vraiment priorité aux patrouilles de centre-ville et aussi des missions de sécurité routière, par exemple, et pourquoi pas au sein des CRS. Mais ce n'est pas l'objectif avoué. La deuxième question, c'est qui sont les services spécialisés dont vous avez parlé? Alors, je pense que ça fait référence à la communication. Quand vous avez dit tout à l'heure, il y a les services spécialisés qui nous remontent les informations sur le terrain. Alors, Sébastien, tu l'as évoqué. Tu peux le redire peut-être pour répondre à cette question? Alors, deux choses. Alors, en effet, il y a l'information opérationnelle pendant la manifestation et tout droit sorti du schéma national du maintien de l'ordre, nous avons créé des ELI au sein des directions départementales de la sécurité publique et ce sont des policiers qui sont au contact permanent des organisateurs, quand il y en a, et qui sont en mesure d'expliquer aux manifestants les manœuvres que nous réalisons, pour quelles raisons on arrête une manifestation, pour quelles raisons on fait changer d'itinéraire, pour quelles raisons il faut qu'elle se disperse. Donc ça, c'est de l'information opérationnelle pendant la manifestation et c'est de l'information plutôt de la communication entre les organisateurs ou les manifestants et les services de police. Et puis, plus globalement, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'était l'anticipation, la préparation des maintiens de l'ordre, des services d'ordre, qui se fait aussi avec les éléments de renseignement des services du renseignement territorial. Et justement, on a on a beaucoup de questions d'ailleurs, mais on a une question sur qu'est-ce que le renseignement territorial. Donc, très brièvement et très schématiquement, le renseignement territorial, ce sont des policiers qui travaillent sur les faits de société. Du manière générale, ce sont des personnels qui vont travailler sur le climat social et le fait sociétal d'une manière générale en France et qui vont le remonter de manière confidentielle aux autorités de police notamment et aux autorités administratives également. Alors, on a des questions, alors là pour le coup très pratico-pratique. Est-il vrai que les bouteilles qu'on vous envoie parfois contiennent de l'acide? Est-ce que vous avez eu le cas déjà? Alors, moi je ne l'ai pas rencontré, je présume que certaines unités... Oui, ça peut arriver, effectivement, oui, ça peut arriver. Donc c'est extrêmement dangereux. Dans ces cas-là, vous avez un équipement spécifique? Alors, on n'a pas spécialement d'équipement spécifique. Par contre, on a des secouristes opérationnels CRS qui ont été créés, qui vont tout de suite intervenir sur les collègues qui seraient potentiellement atteintes par cet acide. Alors, ça me vient à reposer le cadre de l'usage de la force et notamment la gradation des moyens qu'on utilise quand on a ce genre d'expérience. Comment vous faites pour répondre? Quelles sont les armes que vous utilisez concrètement? Parce que ce sont des armes non létales, mais qui se déploient avec une gradation particulière. Est-ce que tu peux l'expliquer, Sébastien? Tout à fait. Le maintien de l'ordre et justement l'éthique du maintien de l'ordre pour les compagnies républicaines de sécurité, c'est d'abord de repousser l'emploi de la force et le plus possible. Et une fois que l'emploi de la force est nécessaire, c'est d'avoir une gradation dans cet emploi de la force. Ça va des simples gestes, de canaliser une foule, de repousser à la main, d'utiliser des bâtons de défense, d'utiliser des aérosols de gaz lacrymogène. Et puis lorsque les agressions ou les actes hostiles sont particulièrement graves et dangereux pour nos personnels ou pour d'ailleurs les gens qui sont autour, à ce moment-là, l'usage de grenades lacrymogènes, avec des lanceurs qui permettent d'aller plus loin et de maintenir à distance, et puis des manœuvres plus offensives à ce moment-là pour pouvoir aller neutraliser une agression, c'est-à-dire disperser les éléments hostiles et procéder à des arrestations. Et puis plus globalement, évidemment, tous les moyens qui sont à notre disposition, que nous pouvons utiliser. Certains moyens, en effet, sont comme les engins lanceurs d'eau, sont des moyens qui ne sont pas à disposition de toutes les compagnies de CRS, qui doivent faire l'objet d'une demande spécifique du directeur du service d'ordre, mais c'est notamment l'emploi de ces engins, de tous nos moyens spéciaux, pour parvenir à faire cesser les actes hostiles, à interpeller des individus, pour pouvoir les mettre à disposition de la justice. De toute façon, l'utilisation de la force est particulièrement spectaculaire sur la voie publique.
au vu de tout le monde. Et souvent, ce sont des images qui tournent en boucle après sur les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours très spectaculaire. Mais pour autant, il y a un cadre qui est défini et une gradation qui est là et qui est commandée par l'événement sur le terrain, comme tu disais tout à l'heure. On a beaucoup de questions, alors on va en prendre. Y a-t-il des femmes CRS? Oui, Oui. bien sûr. Merci, messieurs. Nos formations sont Ok. ouvertes, évidemment, sont ouvertes aux femmes. Donc, on a des femmes CRS. On a D'ailleurs- la directrice. D'ailleurs, la première de d'entre centrale, elles est, voilà. est une femme. La chef des CRS, la directrice centrale, donc, est une femme. Nous avons aussi une commandante de compagnie Oui. féminine et puis des femmes en section. Sam Exactement. nous le confirme. Je confirme, à la 5 septembre. Sam a parlé tout à l'heure de la CRS 23 et lui-même, vous faites partie de la CRS 5. Oui, de En fait, les CRS sont nommés par des numéros, c'est ça, on peut le dire, exactement. et qui correspondent en fait à leur lieu de localisation. Donc, autre question, est-ce qu'il y a beaucoup de CRS qui sont blessés chaque année? Est-ce que tu as une ordre d'idée Alors, des CRS blessés, à chaque fois qu'un maintien de l'ordre est violent, il y a des CRS contusionnés, donc des blessures légères, et on en a quand même très régulièrement. Des blessés très graves, nous en avons eu sur l'année écoulée un peu moins d'une cinquantaine. C'est donc significatif, je parle de blessés très sévères et pour lesquels évidemment il y a on les entoure et on a ce qu'évoquait Sam tout à l'heure, c'est un dispositif de secourisme qui est tout à fait opérationnel, tout à fait important parce que dans les opérations où il y a une violence extrême, il faut que nous soyons en capacité de secourir nos propres personnels, de les stabiliser avant de pouvoir les remettre à des secours médicalisés ou aux sapeurs-pompiers et plus globalement aussi, et très souvent, c'est aussi apporter des soins, soit à des manifestants, soit au public. Sam, vous avez déjà vous-même été blessé? Non, je touche du bois, mais pour l'instant non. Contusionné, oui, pas encore réellement blessé en maintien de l'ordre. D'autres questions, des commentaires aussi très positifs, et merci à vous de ces commentaires positifs. Que font les CRS lorsqu'elles sont en cantonnement? Alors Sam, est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors en cantonnement, généralement quand on est en cantonnement, c'est entre deux missions. Alors, on va se reposer de la mission de la veille et attendre celle du lendemain. Et comme beaucoup de CRS, on va s'entretenir physiquement, puisqu'avec le poids de notre matériel qu'on doit porter chaque jour, et notamment en maintien de l'ordre, on est obligé d'avoir une condition physique qui soit optimale ou du moins bien entretenue. Les sportifs et le sport dans la police nationale est important et nous avons en plus particulièrement insisté ces derniers temps avec la création aussi d'une mission sport spécifiquement en police nationale. Autre question, est-ce que les techniques que vous utilisées par la gendarmerie mobile sont les mêmes que pour les CRS? Alors là, on va parler d'exercices communs peut-être? Alors tout à fait. Alors il y a des manœuvres qui sont très similaires, évidemment, même si on a parfois des termes qui ne sont pas les mêmes. Et alors ce que tu évoquais est tout à fait important. Dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre, les entraînements communs se sont développés, les exercices communs, les exercices des CRS avec les directions départementales de la sécurité publique, avec la préfecture de police, mais aussi avec nos camarades de la gendarmerie nationale, et tout particulièrement les gendarmes mobiles. Très bien. Nous avons une autre question sur qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du flashball, notamment au vu des dégâts physiques qu'il peut causer. Alors on va revenir un petit peu sur cette gradation de moyens du coup, Bien sûr. forcément. Alors, l'utilisation du lanceur de balles de défense est peu utilisée par les compagnies républicaines de sécurité dans les opérations de maintien de l'ordre, parce que ce n'est pas un moyen qu'on peut utiliser pour disperser une foule. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien dire. Il y a un cadre là aussi, comme tous les moyens que nous avons à notre disposition, il y a des cadres juridiques, des cadres réglementaires. Le lanceur de balles de défense, pour être pratico-pratique, pour m'adresser directement à tout le monde, il va être utilisé lorsque quelqu'un menace physiquement et gravement nos personnels. Par exemple, quelqu'un qui s'apprête à lancer un cocktail Molotov sur les policiers, il y a un danger très grave pour ces policiers. Et à ce moment-là, si les circonstances le permettent, le porteur du lanceur de balles de défense, aidé par un superviseur, pourra éventuellement en faire usage pour neutraliser cette attaque. Mais c'est dans ce cadre-là que nous l'utilisons, ce qui fait qu'on l'utilise assez peu, en définitive, en CRS, dans les opérations de maintien de l'ordre en général. Oui, tout à fait.
Une autre question qui rejoint un petit peu la précédente, les fonctionnaires de police secours font-ils du maintien de l'ordre? Alors tout à l'heure j'évoquais les unités spécialisées, les unités spécialisées mobiles que sont les CRS, les unités spécialisées locales, j'évoquais celle de la préfecture de police ou celle des directions départementales avec leur CDI, mais il y a aussi les forces locales disponibles, c'est-à-dire les circonscriptions, les commissariats de police, les effectifs de police secours ou tout type d'effectifs qui appartiennent aux commissariats de police. C'est vraiment le maintien de l'ordre à la police nationale, c'est une structure globale et intégrée à plusieurs étages avec des spécialistes mobiles comme nous, des spécialistes locaux et puis aussi des généralistes qui peuvent tout simplement participer à ces opérations. D'ailleurs, il faut le dire, il y a un certain nombre de maintiens de l'ordre qui ne nécessitent que de la canalisation ou de la circulation. Donc là, ce sont des agents de circulation. Et puis plus globalement, lorsque les forces mobiles ne sont pas disponibles ou que les volumes de manifestants ne sont pas très importants, les fonctionnaires de police secours peuvent tout à fait être amenés à participer à la gestion de ces services d'ordre. Le maître mot dans la police nationale, c'est la polyvalence, et je pense qu'on peut le rappeler, c'est effectivement notre formation qui est assez généraliste, et puis après, avec la carrière, on se spécialise dans différents secteurs, dont les CRS. On a une question sur comment vous faites sur le terrain la différence entre les casseurs et les manifestants pacifiques. Les casseurs, c'est bien simple, c'est ceux qui viennent au contact et qui vont vous commettre des exactions à votre rencontre, qui vont vous lancer des projectiles ou qui vont descendre des vitrines, voilà. La seule différence, c'est que lorsque nous, on va initier éventuellement une manœuvre offensive, ils vont aller se remettre à l'intérieur de la manifestation et souvent au milieu des gens, à leur corps défendant, se mêlent au milieu de la population, ce qui fait que ça complique un peu parfois nos interventions. Surtout quand vous êtes en unité constituée. Exactement. Une autre question, technique également, est-ce que vous utilisez des drones sur les manifestations? Alors l'usage des drones est pour l'instant à l'étude parce que nous les utilisons pour beaucoup de choses, mais le cadre réglementaire a récemment évolué et pour l'instant nous en sommes à des études. Nous avons les matériels, nous les utilisons dans un certain nombre de domaines, mais pour l'instant en maintien de l'ordre, nous sommes encore à des phases d'expérimentation et d'études conformément au cadre réglementaire qui s'impose à nous. Alors merci pour toutes vos questions. On va juste terminer avec vous, Sam, parce que nos spectateurs, enfin ceux qui nous regardent et nous écoutent, n'ont peut-être pas vu, mais vous avez un magnifique écusson SPI 4G. Ce qui m'amène à vous poser une question sur la formation. Vous êtes spécifiquement formé SPI 4G. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, déjà pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est? Quels sont les types de formations que vous recevez régulièrement dans votre carrière de CRS? Alors, au début des premiers attentats qu'on a eus en France, la direction centrale des CRS s'est très vite adaptée en voulant créer à l'intérieur des compagnies des sections capables d'intervenir sur des tueries de masse en cours, type Bataclan, dans des milieux clos. À ce titre, ils ont créé dans chaque unité, au départ, une section qui serait entraînée spécifiquement avec du travail, avec du matériel dédié à cet effet, pour intervenir dans le milieu clos. D'où un stage que nous passons qui s'appelle l'opérateur SPI 4G. Et une fois que vous réussissez ce stage, dans nos excellents centres de formation CRS, vous avez le droit de porter cet écusson et de faire partie d'une section SPI 4G qui est capable d'intervenir donc sur une tuerie de masse en cours dans un milieu clos. Très bien. Et vous êtes, d'une manière générale, formé régulièrement en continu tout au long de votre carrière? Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Nicolas Boileau qui dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Si on va avoir la satisfaction du travail bien fait, et je pense que c'est dans tout corps de métier, je pense qu'il faut toujours savoir se perfectionner. Et on a de la chance d'avoir dans les compagnies républicaines de sécurité des centres de formation avec des formateurs excellents à qui on doit beaucoup sur notre apprentissage professionnel. Et tout au long de l'année, ils proposent des stages opérationnels de gestion et parfois même dans tout type de domaine. Et au moins, on passe environ tous les 2 ans, les compagnies sont évaluées sur leur capacité opérationnelle et de commandement à l'intérieur de ces centres de formation pour connaître leur véritable niveau. Donc tous les 2 ans, des formations et également des formations à l'étranger que les CRS français font à l'étranger.
parce qu'il y a aussi un rôle modèle quelque part à l'international. Mais oui, le modèle des CRS s'exporte très bien à l'international. Nous faisons énormément de coopération technique avec un certain nombre de pays. Et la formation que vous venez d'évoquer, c'est un enjeu très fort pour les CRS parce qu'au bout, ce sont des compétences comme dans toutes les directions de la police nationale. Et c'est vraiment un enjeu très important et notamment dans des domaines beaucoup plus spécifiques encore comme le NRBC ou le risque nucléaire, chimique, bactériologique, évidemment, qui peut être encouru. Et notamment pour des formations qui sont vraiment spécifiques et qu'on porte à l'étranger. Et d'ailleurs, Sam est allé, je crois, récemment à l'étranger. Exactement, pour former la police gambienne en Gambie. En Gambie, voilà. Très bien. Alors, je prends une dernière question parce qu'elle vient d'arriver. Je sais que vous êtes très nombreux. On parle beaucoup de CRS 8 qui a une spécificité particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quelles sont les missions de cette CRS 8 ? Brièvement, c'est une unité qui a 200 opérateurs, qui sont 100 policiers sont présents H24 et peuvent être activés 7 jours sur 7 en 15 minutes pour pouvoir se rendre sur le lieu de violence urbaine sévère. Qui dépasserait les capacités opérationnelles d'un département, d'une direction départementale de la sécurité publique. C'est donc une unité à disposition de tout le reste de la police nationale, comme l'ensemble des CRS, une unité rapide et qui peut intervenir en urgence, soit sur des opérations de violence urbaine sévères, soit sur des maintiens de l'ordre pour lesquels nous avons des craintes d'actes hostiles importants. Pour intégrer la CRS 8, eh bien, il faut être policier évidemment et il faut satisfaire un certain nombre de tests que je vous invite à venir passer si vous souhaitez intégrer la CRS numéro 8. Si vous êtes policier, bien sûr. Alors, évidemment. On a beaucoup de questions. Alors, je suis vraiment désolée, nous ne pouvons pas toutes les prendre et nous allons terminer ici notre live en clair. Merci pour tous vos messages de soutien qui nous arrivent. L'Enclair est terminé. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec un autre épisode, oserais-je dire, épisode de cette série live en clair. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Sam, merci pour votre professionnalisme messieurs. Merci. Et merci d'avoir permis de participer à cet effort de pédagogie et d'explication à tous de vos missions. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.